Bonjour YouTube. Bon du coup aujourd'hui petit live marron où on va lire un peu les commentaires des vidéos sur Berserk. Donc pour l'instant j'en avais fait que 3. Donc on va regarder les commentaires des 3 vidéos, voir ce que les gens ont trouvé à dire, etc. Tac. Donc on va voir ça. Ah oui d'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai l'impression que personne ne va sur les pages des chaînes YouTube. Mais j'ai essayé de faire ça bien, tu vois, j'ai présenté un peu... J'ai mis la chaîne secondaire avec la rediffusion des lives, celle avec la chaîne anglaise, tout ça. Bref. Donc, Berserk. Bon, on va commencer par la première. Hein. Hop. Ah oui, il faut que je me décale parce que... Hop, j'ai l'écran là-bas. Bon, on va passer... Enfin, on va lire un peu que les commentaires avec des... Comment où les gens sont pas d'accord, ou alors ceux qui donnent d'autres analyses, je sais pas quoi, parce que... C'est vrai que ça fait du bien à l'ego, mais je vais pas lire un par un tous les gens qui me disent ouais, super vidéo, tu vois. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Non. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait des mecs qui m'avaient dit que j'avais confondu des trucs au niveau de... Enfin, du point de vue philosophique sur tout ce qui est causalité, tout ça. Euh... Gars préféré... Ah oui, la fenêtre. Putain, attends. Ah, je suis con. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Tac. Bon, c'est vrai que ça met pas en avant les commentaires intéressants que j'avais vus. Tac, tac. Bah, les commentaires, en vrai, ils sont quand même un peu dithyrambiques. Hein. Tiens, un gros pavé. Bon, on va le prendre lui. Pour reprendre ce que tu as dit avec le jardinier et l'architecte, les histoires avec le jardinier sont... Avec les jardiniers est beaucoup plus percutante. L'histoire reste ancrée dans les esprits parce qu'elle est guidée par les personnages. Bon, après, ça c'est pas forcément vrai, tu vois. Je pense pas qu'intrinsèquement, les histoires de jardiniers sont meilleures, tu vois. Ça dépend juste de... Bah, de si l'auteur est bon ou pas, tu vois. Et voir ces personnages évoluer et régresser est fascinant. L'histoire ne va normalement pas trahir la personnalité des personnages au gré de l'intrigue qui avance, puisque ce sont les personnages qui font l'intrigue et l'histoire en même temps. Oui, mais tu vois, là, tout le talent d'un mec qui écrit en architecte, justement, c'est justement de faire en sorte que... de prévoir assez à l'avance pour que tous les changements... pour que toute l'intrigue qu'il est en train de faire soit cohérente avec la psychologie des personnages. C'est super dur, mais il y en a... Les meilleurs, ils le font très bien, et c'est en ça que tu les reconnais. Donc c'est pas forcément exclusif à ceux qui écrivent en tant que jardinier, hein, c'est juste une question de qualité en vrai.
C'est le personnage qui va alors faire en sorte que l'histoire va avancer sans forcer les choses. L'auteur pourra mettre des obstacles adéquats à son personnage pour qu'il change. Soit il évolue pour devenir une meilleure personne qu'elle n'était auparavant, soit elle régresse et devienne pire qu'au début. Ce genre d'auteur essaye du mieux qu'ils peuvent de ne pas trahir le personnage, afin que l'histoire reste cohérente avec sa personnalité pour qu'il puisse changer. Mais bon, ça ok. L'histoire est faite pour ce personnage précisément. Si tu enlèves ce personnage de l'intrigue, elle ne fonctionne plus. Parce que c'est là où les architectes échouent à marquer les gens, pour ma part. C'est l'intrigue qui va guider l'histoire. Bref, je vais pas redire ce que j'ai dit. L'architecte va s'en foutre de la personnalité des personnages, et ne seront que des pantins sans conscience, et seule l'intrigue va primer. L'architecte va planifier toute son histoire de A à Z quand il devra maintenant créer la personnalité des personnages, ça va coincer. Si par exemple une histoire raconte qu'un personnage doit sauver une personne quelconque, mais qu'après avoir développé la personnalité du personnage, c'est un égoïste individualiste, ça va être incohérent puisque l'intrigue dit que ce personnage doit sauver cet autre personnage à tout prix. L'intrigue va forcer ce personnage égoïste à sauver cette personne mécaniquement, ça n'aura aucun sens et les personnages changeront du tac au tac sans avoir eu à l'avance un moment impactant pour la raison pour laquelle ils changent d'avis, de personnalité. Peut-être même que les personnages ne changeront pas pendant toute l'histoire, ce qui est ennuyeux à voir ou à regarder. Ben ça en vrai je suis pas... Enfin... non en fait il parle des mauvais architectes. Genre justement c'est le piège... c'est le piège de l'architecte dans lequel il doit pas tomber en fait. Parce que chaque style d'écriture entre guillemets a ses inconvénients et ses qualités. Et le jardinier, c'est pareil. Hein. Les mauvais jardiniers, c'est les mecs qui, justement, vont juste laisser l'intrigue avancer au pif, tu vois. Faire les personnages faire leur truc, mais qu'au final, ben, ça sorte un truc complètement bordélique qui a aucun sens, dont on se fout complètement parce que, voilà, ça mène à rien. Ça va nulle part, et c'est juste, voilà, des personnes qui agissent et tout, et puis tu te dis, ben, ok. D'accord, mais c'est tout. Donc ouais, non, c'est juste que t'as deux modes d'écriture qui ont leur faiblesse, et que toute la question de celui qui choisit ce mode-là d'écriture, ben, c'est de combler cette faiblesse, enfin de faire en sorte que d'aller au-delà, quoi. Donc je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Et dans ce mode de fonctionnement, tu enlèves n'importe quel personnage, que l'histoire continuera malgré eux, machin. Oui, c'est un peu... il se répète un peu. Là où à l'inverse du jardinier, machin, en pleine haleine... strict. J'aime voir, je pense pas être le seul que les personnages font face à leurs problèmes sans que les Deus Ex Machina viennent les sortir du mauvais pétrin dans lequel ils se sont mis tout seuls, dans lequel ils se sont jetés, ou les deux. C'est pour ça que Berserk correspond entièrement au type de configuration jardinier, parce que c'est l'histoire de Guts. Même les Deus Ex Machina, quand le Skull Knight qui sauve Guts et Casca de l'éclipse est tellement bien fait que je pardonne ça. Après, il y a de bonnes histoires dans l'un et dans l'autre, mais ce qui va marquer les gens à mes yeux, c'est les personnages et non l'intrigue, qui est facilement oubliable. Et Full Metal Alchemist réussit à s'en sortir parce que les personnages sont un minimum travaillés. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les conflits qui font avancer les choses. Sans les conflits, il n'y a pas d'histoire. Malgré tout ça, très bonne vidéo, machin. Bah, je veux dire, Full Metal Alchemist, voilà, c'est un bon exemple d'écriture d'architecte qui fonctionne super bien parce que l'auteur est super doué, quoi, c'est tout. Il y en a d'autres, il y a Pandora Hearts, il y a... comment ? Tower of God. Forcément, je suis obligé de le citer. Donc pour moi ça sert à rien de généraliser, hein. Moi je pense que les deux sont aussi intéressants l'un que l'autre, ont leurs qualités et leurs défauts. En jardinier il y a surtout Game of Thrones qui est juste énorme. Mais tu vois, en vrai, en y repensant, je pense que Berserk c'est un peu un entre-deux, tu vois. Parce qu'autant Miura au début il savait vraiment pas où il allait, il était vraiment en mode jardinier, tu vois, il commençait son truc en se disant vas-y on improvisera au fur et à mesure. Et après il a quand même fait pas mal de planification, hein, donc je crois que il me semble que c'est après l'éclipse qu'il a vraiment commencé à comment
à planifier son scénario jusqu'à la fin, tu vois. D'ailleurs, Kojimori, je crois il avait dit que c'était dans les années 2000, je crois, ou 2003, je sais plus. Je crois que c'était à l'époque de l'arc Conviction. Que Miura, il a dit vas-y, ramène-toi, et puis qu'ils ont passé une journée entière à parler de tout le scénario de Berserk dans les détails jusqu'à la fin. Donc au final, il a quand même fini par faire comment ben de la de la planification, donc c'est à moitié jardinier, à moitié architecte. Et de toute façon, cette distinction architecte-jardinier, en vrai, c'est juste une question de pourcentage, tu vois. C'est vraiment, c'est pas soit tu improvises tout en te laissant guider par les personnages, soit tu planifies tout sans rien improviser, tu vois. Je veux dire, même tous les plus connus en mode architecte, ils font beaucoup d'improvisation. Genre, One Piece, il y a énormément d'improvisation. Alors que bon, c'est le truc sur lequel tout le monde se branle avec les foreshadowing et tout, tu vois. Mais Oda, il improvise H24. Enfin, H24. Vous m'avez compris, quoi. Et puis pareil, George Martin, quand il a fait Game of Thrones, bah il avait quand même des trucs qu'il avait prévus depuis longtemps et tout. Enfin bref. Bon, on va continuer. Isayama, bon. Bah Isayama, tu vois, c'était un bon architecte, mais bon. On va pas parler de la fin aujourd'hui. En vision de ta vidéo, une question m'est venue. La bête intérieure de Guts ne pourrait-elle pas être une autre manifestation de la causalité ou un autre suppôt d'idea qui force Guts à embrasser sa part sombre et le faire perdre son libre arbitre? Non, en vrai, je pense pas. Là, c'est un peu plus... Non, je pense la bête de Guts, c'est juste une métaphore, à mon avis. Je pense pas qu'il y a un élément du scénario là derrière. Ouais, voilà, ça serait un peu... voilà, ça serait un peu alambiqué pour rien, quoi. Non, mais après, je comprends la réflexion, parce que si tu veux, on sait que Idea, enfin, d'après le chapitre supprimé, il influence les consciences humaines enfin, de manière indirecte et tout, le subconscient humain, tout ça, pour diriger l'histoire. Mais en vrai, ça c'est un petit peu... Enfin, je pense pas qu'il y ait de réel intérêt, si tu veux, de faire de la bête de Guts un élément extérieur à Guts, tu vois, genre un truc... genre en mode, c'est pas de sa faute qu'elle existe, tu vois, genre... pour moi, la bête de Guts, c'est juste une métaphore de sa propre folie qu'elle attend tout le temps, l'attente, pardon, et qui doit apprendre à contrôler, à maîtriser et tout. Donc tu vois, c'est pas un élément magique, tu vois. Enfin bref. Genre les gens qui disent j'ai commencé Tower of God grâce à toi. J'en ai vu 2-3 qui parlaient de Tower of God. On voit ceux qui étaient là depuis le début. Ah, un gros commentaire. Bien que je ne sois pas philosophe, il y a des choses que tu as évoquées qui auraient été sympas à plus se creuser, comme dans ta conclusion où tu prononces le mot absurde. Thème si cher à Camus. C'est vrai que Camus, je l'ai pas lu, mais je sens qu'il y a plein de trucs intéressants qu'on pourrait relier à Berserk, et puis à d'autres trucs, tu vois. Même si je connais à peu près ces thématiques. Est-ce que tu comptes aborder autre chose que les mangas dans tes vidéos? Ouais. Ouais, j'ai une vidéo de prévue sur Bloodborne, qui est un jeu vidéo, donc ça va être difficile à faire. Ça va être encore une vidéo difficile à écrire, je pense. Mais elle va être top, à mon avis. Et puis il y a Sosa qui est censé parler de films.
Camus qui lui est un humanisme, l'existence précède l'essence, en somme, donc pas déterminée. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'œuvres de manga qui parlent ou traitent du destin, tel que le fameux X, machin, je sais pas quoi. Pour le faux lieu du monde de Berserk, ça m'a fait penser à une théorie qui dit que nous sommes tous et toutes connectés à une sorte d'idéosphère. Et c'est cela qui a découvert les inventions en même temps dans le monde, machin, je sais pas. Ouais, bon, ça, je pense pas que ça soit très... Ça me paraît pas très... Ça me paraît un peu fumeux comme théorie, ça. Il y a également un autre thème qui peut être abordé, le Léviathan. Ouais, le Léviathan, c'est le truc de Hobbes, là, qui... Sur le contrat social et tout. Ouais, bon, je sais pas si c'est très intéressant, en fait, tout ça. Oula. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Mais il paraît qu'il y a plein de gens qui ont pas regardé Berserk et qui ont regardé la vidéo. Enfin, qui ont pas lu Berserk. Ça m'a... Je savais pas quoi trop en penser, je me dis mais ok d'accord. Je viens de te spoiler toute l'œuvre, mais vas-y. Pour ce qui est de la théorie de la place, sa théorie ne marcherait que pour les entités respectant les lois physiques. Une roue lancée depuis un logiciel sur ordinateur est complètement imprévisible, mais bien sûr rien de tout cela n'existait en ce temps. Bah, je pense pas, hein. La roue lancée depuis un logiciel sur ordinateur, ça reste un truc de physiquement tangible. C'est juste une suite de 0 et de 1, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur la théorie de la place. Ça reste des particules en mouvement de base. C'est pas un truc magique, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Je sais pas s'il y a quelqu'un dans le chat qui pourrait m'expliquer, mais pour moi, s'il n'y a pas de... Un logiciel informatique, ça reste de la physique de base, si tu peux toujours réduire ça à des particules en interaction. Hein. Non, pour moi, le seul truc un peu chelou, c'est tout ce qui est non-localité et puis hasard en ce qui concerne la physique quantique, mais par ça... Ouais, bon. Je sais pas si c'est... Y a pas trop de kata pour l'instant, non. T'as déjà fait des analyses sur des séries Non, mais j'avais commencé à écrire une vidéo sur Squid Game. Genre au moment où c'est sorti. Parce qu'il y a plein de gens qui disaient oui, faut une saison 2 et tout, machin. Parce que la fin, il y avait un espèce de teasing et tout. Et où moi, j'allais faire une vidéo où j'expliquais justement qu'on avait besoin de tout sauf d'une saison 2. Que genre la fin suffisait à elle-même. Et j'avais même noté qu'il y avait 4 fins différentes. Enfin, de manière narrativement parlant, je veux dire, il y avait 4 conclusions dans la série, de la conclusion de 4 intrigues, et que comment, et que les 4 étaient top, tu vois, et qu'il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Donc à la limite, je vais attendre que la saison 2, enfin qu'ils sortent la saison 2 pour dire, faire une vidéo, pourquoi Squid Game n'avait pas besoin de saison 2. Squid Game, c'est un peu notre société parce qu'on est un peu dans Black Mirror, non? Ouais, je pensais ça fait réfléchir quand même. C'est profond et tout.
Bref, petite réflexion à chaud comme ça sans trop réfléchir. L'homme est libre à l'état de nature. L'homme est mauvais par nature. En partant de ces deux constats, on peut en déduire que l'état de nature, il n'y avait aucune société mais aucune paix car les libertés se piétinaient et donc les batailles, l'insécurité dominaient. Voulant donc régler ce problème pour pouvoir vivre en paix et se reproduire, il décida de donner une partie de la liberté à une entité, son libre arbitre qui est au plus haut degré de liberté, afin de pouvoir vivre en société, mais en étant dominé par cette entité, l'État, possédant donc tous les libres arbitres, des personnes qui se sont soumises, donc pas de degré de liberté, afin de pouvoir vivre en société, mais étant dominé... Merde, exactement. Donc pas exactement la totalité des supposés marginaux. Donc pas exactement la totalité car des supposés marginaux peuvent exister, et pouvant ainsi tout déterminer. J'en viens au rapport avec Berserk, même si je pense que le lien est maintenant plus évident. Comme Dieu est la création de l'homme dans Berserk, n'y aurait-il pas un propos sous-jacent concernant l'état dans tout le manga? CF les travaux de Hobbes sur l'état. En vrai, je suis pas sûr que... Je sais pas si ça irait jusque là. Je pense vraiment pas que ça soit une question de vouloir vivre en société, tout ça. Parce que, bah, en final, ça a rien changé, hein. Le monde, il est resté pourri. Les hommes ont continué de mourir dans d'atroces souffrances et tout. C'est juste que maintenant, il y a un sens, quoi. C'est vraiment la quête de sens. Le fait de refuser comment la réalité selon laquelle le monde est absurde et dénué de sens. Et qu'en gros, ben, leur souffrance et tout, ben, elles servent à quelque chose, en gros, quoi. Et donc, ils ont préféré perdre leur libre arbitre et être guidés pour qu'il y ait pour que voilà, leur vie ait un sens plutôt que d'être libre et puis d'avoir mené une vie dans un monde absurde, quoi. Donc je suis pas sûr que ça soit vraiment lié à l'État, je pense vraiment que c'est lié juste au... Bah, la question voilà, de vouloir à tout prix que tout ait un sens, quoi. Je trouve ça dommage, en français, il n'y a pas trop d'analyse sur Monsieur Mr. Robot, alors qu'il y a tellement de choses à dire dessus. J'ai pas vu la série, donc je pourrais pas te dire, mais... Alors, une fois n'est pas coutume, j'écris car ton analyse était tellement poussée que je voulais connaître ton opinion sur le sujet. On parle souvent de cinéma, dans le cinéma, d'effets de résonance ou d'emprunt par rapport à des thématiques ou esthétiques. Pour le cas de Berserk, une figure qui m'interroge est le Skull... oui, le Skull Knight. Le Skull Knight, je pense que j'avais mal prononcé. Je sais pas si tu as lu The Crow, mais le comics parle d'un homme souhaitant par-dessus tout assouvir sa vengeance. Lors de son périple, il va rencontrer une figure qui l'aidera lors d'apparitions sporadiques et qui s'appelle le Cowboy School. Je ne sais pas si on doit y voir quelque chose, et j'ai pas la prétention de vouloir t'apprendre quelque chose. Je me dis juste qu'avec le boulot que tu fais, s'il y avait quelque chose à voir, ça serait intéressant de pas le manquer. Je connais pas du tout, d'ailleurs je crois que je l'avais répondu, hein. Je connais pas du tout The Crow, mais par contre je suis pas sûr que ça soit une inspiration de Miura, dans le sens où dans ses interviews il est très ouvert sur quand on le questionne sur ses inspirations et tout, et j'ai l'impression que dans toutes les interviews, à chaque fois qu'on lui demande qu'est-ce qu'il a inspiré, il te sort des trucs différents, tu vois. Genre il s'est vraiment nourri de plein de trucs, mais il a jamais cité ce truc-là, il n'a même jamais cité de comics, donc je sais pas s'il en a lu. Peut-être juste un hasard. T'as regardé tout One Piece en série, mais pas Mister Robot. La honte, je suis sûr que ça te plairait en plus. Pourquoi pas, ouais. Le Skull Knight, je te jure que ça vient d'un film muet danois des années 20. Faudra demander à Sosa alors. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir.
Bon, ça, c'était un gars qui me dit bravo, en gros. Il y en a, j'oublie tout. Mais je crois que je vois pas les notifs de tous les commentaires, parce que, en général, quand je vois un commentaire, je mets un petit like, là. Mais j'ai vu qu'ils en avaient pas tous. Hop. Encore un qui a pas aimé les bips, la vidéo sur Berserk. Sur Guts. Là, en gros, il me demandait si je pouvais faire des lectures d'interviews dans des vidéos. Bah, je trouve pas ça très intéressant. Enfin, les interviews sont disponibles un peu partout, donc suffit d'aller les chercher. Je vois pas pourquoi je ferais une vidéo là-dessus. Ce serait pas très utile, je pense. Autant les citer dans les passages autant citer les passages intéressants dans les vidéos, dans certaines vidéos, je pense. Oui, Guts, il a toujours sa B-Elite. Dans sa petite poche. T'aimes bien la nouvelle cover du tome de 42 d'ailleurs? Pas trop. Ouais, je la trouve pas ouf. Après, les covers de Berserk, elles ont jamais été dingues, hein, je trouve, à part certaines. Mais ah, par contre, ah, ça, ce genre de commentaires, j'en ai vu plusieurs des commentaires comme ça. Ça me. Ça me. Comment? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Après, je sais pas si c'est une façon de parler et tout, mais il y en a, quand ils regardent mes vidéos, ils disent ouais, il était génial ton résumé. Mais c'est pas un résumé, c'est une analyse. Là, c'est les coms de la vidéo sur la causalité de Berserk. Non, vraiment, ou alors, ou même, ils disent ouais, super review, ou tu vois, des trucs comme ça, mais je fais, mais non, mais c'est pas ça. Enfin bref. Bon, c'est du détail, hein. Ouais, c'est ça, c'est un anglicisme, on va dire ça. Beaucoup de causes à effet qui m'amènent jusqu'ici. Ma mère, 17 ans, emprunte le manga Berserk à sa pote, n'a jamais rendu le tome, n'a jamais rendu le tome 18. L'a gardé jusque-là, ma mère rencontre mon père et ma mère me donnent naissance. Ma soeur me montre Senseiya à moi à 4 ans. Moi devenant un fan d'anime à environ 6 ans en découvrant DBZ. À 9 ans, le tome 18 de Berserk dans la bibliothèque de ma mère. Je trouve ça très bizarre mais incroyablement bien. Moi, à 13 ans, se rappelant que ce manga que j'avais lu et décide de le lire. 14 ans, je finis Berserk et découvre la fanbase et devient gros fan. 15 ans maintenant, découvre son analyse de Guts. Et je m'abonne à la chaîne. Non, c'est marrant. Mais il y a plein de gens qui ont commencé Berserk jeunes, hein. Ou genre en lisant un tome qui traînait dans le coin, le tome des parents et tout. Parce que c'est vrai que ça commence à être vieux, hein, Berserk. Perso, Berserk, je l'ai lu à 16 ans. J'avais essayé de le lire quand j'en avais 14 ou 15, je sais plus. Mais j'avais drop au tome 1 parce que je trouvais ça... en fait, j'aimais pas le côté trop sombre, en fait. Genre, à 14 ans, c'était l'époque un peu edgy où je cherchais les trucs un peu dark et tout. À 13 ans, tu vois, j'avais vu Mirai Nikki, des trucs de merde comme ça. Après, Elfenlied, Gantz. Puis après, il y a eu Berserk. Et c'était un peu trop pour moi, je pense. Genre, l'esthétique super sombre et en plus la qualité dégueulasse des scans, ça m'avait vachement refroidi, hein. Et puis j'y suis retourné à 16 ans et j'ai tout lu en assez peu de temps. Oui, j'ai vu Mirai... Mais attends, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans et puis j'ai trouvé ça bien.
J'ai trouvé ça bien parce qu'à la fin, il y avait de la bagarre, tu vois. Parce que genre le final, c'était un gros final en mode boss de fin, tout ça. Avec de la bagarre. Donc j'avais 13 ans, j'étais content. Elfen Lied, j'ai lu le manga du coup. Le manga qui a des bons moments, mais... des moments chelous quand même, tu vois. Et je trouvais ça plutôt moyen au final. Elfen Lied. Après, je l'avais lu un peu plus tard. Hein. J'avais vu l'animé à 14 ans, je me dis, waouh, c'est trop dark et tout. Puis un peu plus tard, j'ai lu le manga parce que je me dis, oh, faut quand même que je termine. Et puis, ouais, c'était moyen, quoi. Par contre, il y a un manga enfin un animé trop dark et tout, dont je connaissais pas la fin, dont j'ai lu après le manga. C'est Deadman Wonderland. Et pour le coup, lui, il était vraiment bien. Genre, le manga complet est vraiment bien. L'animé est pas... Avec le recul, l'animé est pas si ouf que ça. Mais vraiment, le manga est cool. L'auteur d'Elfen Lied, vu son nouveau manga, Parallel Paradise, c'est vraiment les deux extrêmes, ce type. Mais il y a quand même des bails chelous dans Elfen Lied. Hein. Après, d'un autre côté, il y a... Comment? Et celui à un moment, il y a une scène où la gamine, elle se fait violer par son père. Et genre, c'est vraiment traité de manière dramatique et tout. Donc tu vois, c'est pas un manga de pédo et tout. Mais il y a quand même des moments un peu edgy, ou un peu trop edgy, où genre, tu sais, tu dis, ah, genre, tu sais, un personnage un peu de méchant qui d'un coup fait une agression sexuelle sur une meuf juste comme ça, bah, comme ça, voilà. Sur son assistante, là, tu sais pas pourquoi. Et c'est mis en scène comme un truc, comme juste, ah, il est foufou, quoi. Bref. Ah oui, il y avait Another, oui. C'est vrai qu'il y avait Another. Bah, après, Another, c'est une autre ambiance, tu vois. C'est plus en mode thriller, horreur un peu, tu vois. Enfin bref, on va continuer. Ah, un fan de JoJo qui me force à lire Steel Ball Run. Steel Ball Run. Faudrait que je lise, ouais. À l'occasion. Enfin, une vraie chaîne qui mélange philo et manga en attendant les potentielles lourdes analyses sur Vagabond et Vinland Saga. Mais il y a tout un truc avec le fameux Big Free Seinen, là, tout le monde veut que... Maintenant que... Enfin, quand j'ai parlé de Berserk et tout, voilà. Mais maintenant que j'ai parlé de Vinland Saga, ils veulent tous que je parle de Vagabond. Alors qu'en vrai, les trois mangas, ils ont pas vraiment de rapport entre eux. Mais par contre, ouais, le truc, oh, ça mélange philo et manga comme si... enfin, déjà comme si je m'y connaissais en philo. Et comme si c'était systématique, ça me fait marrer. C'est juste qu'il y a des trucs qui... J'aime bien la philo comme j'aime bien d'autres sujets, tu vois. Donc, des fois, quand je trouve des liens, je me dis, ah tiens, ça peut être marrant de faire le lien. Mais c'est pas du tout systématique, hein. Si ça m'intéresse pas... Enfin, genre, s'il y a rien d'intéressant à dire, je vais pas me forcer à faire un lien avec la philo et tout. En plus, je m'y connais rien en philo, en vrai. Je suis pas un prof de philo, tu vois. J'ai pas fait d'études dans le domaine ou quoi. Je regarde juste les vidéos de Monsieur Phi et puis des résumés sur Wikipédia. Mais oui, le Seinen Trio, le Dark Trio, le j'en sais rien là. Truc de Maxer, ouais. Mais le côté philo aussi, tu vois. La philo, ça a vraiment ce... Comment? Ce truc là de... Comment dire? Genre ça fait prestigieux, tu vois. Du coup, dès qu'un mec parle de philo, il se dit, waouh, le mec il est vachement intelligent, ce qu'il dit c'est vachement profond. Alors qu'en vrai, moi je trouve la philo c'est un peu mettre des mots sur des trucs qu'on avait déjà tous plus ou moins compris, quoi. Genre c'est pas
Je trouve pas ça hyper compliqué la philo, hein. C'est juste une question d'organisation des idées, je trouve. Les trois sont mis en relation parce qu'ils ont juste beaucoup de visibilité. Oui, non mais c'est pas faux ça. Et puis parce que ça fait, ils ont un côté un peu, les personnages principaux, ils ont un côté un peu, comment dire. Bon, en fait, l'histoire est un peu centrée sur eux. C'est un peu la quête de soi et tout, donc c'est un peu la même ambiance. Et puis c'est des guerriers qui, voilà, qui subissent la violence, tout ça. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de point commun, hein. C'est un truc hyper aérien pour les gens, alors que c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est le vocabulaire que les gens peuvent... C'est à cause du vocabulaire que les gens peuvent trouver ça technique. Ouais, non, mais vraiment. Vraiment, genre, il y a des mots, ils te repoussent direct, toi, direct, tu te dis, ah, mais en vrai, ouais, c'est intelligent comme truc. En vrai, c'est pas un truc de fou furieux. Après, c'est aussi ça que j'aime bien, c'est, tu vois, je pense dans les vidéos, en parler comme ça me permet d'intéresser les gens au truc. Et de se dire que c'est pas si compliqué que ça. J'avais un prouveur dans ma classe, il ramène son gros bouquin devant les meufs. Bonne nuit. Bonne nuit, jus de mangue bio. Il y a un truc que les gens appellent le Dark Trio aussi. Oui, oui, je sais, avec Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen et Hell Paradise. Parce que c'est genre le Big Free, mais dark, tu vois, parce qu'il y a du sang et tout. Non, franchement, c'est ridicule ces appellations. Bon, bref. Mais, c'est quoi ce bordel? J'ai des bugs d'affichage des fois. J'attends la vidéo sur Griffith. Bah, elle est là, mon gars. J'ai une question. Comment tu fais pour trouver une planche précise dans tout un manga pour illustrer tes propos? As-tu des astuces? Merci d'avance, ça m'aiderait beaucoup pour mes vidéos parce qu'en fait, cette vidéo m'a tellement inspiré que je suis tellement ébloui par tant de pertinence que j'ai envie de réussir une vidéo autant que tu as réussi celle-ci. Ça oui, ça me fait marrer. Bah, c'est juste en fait, je relis tout et je prends plein de screens. C'est tout con. Surtout qu'en plus Berserk, je savais que j'allais faire plusieurs vidéos dessus, donc j'ai vraiment tout relu. Et j'ai pris, je crois, près de 3000 screens en tout. Et puis je les ai tous nommés pendant que je les prenais avec des mots-clés et tout pour facilement les retrouver. Je peux vous montrer si vous voulez. Hop. Tiens, regardez. Tout ça là, j'en ai 3074. Ça c'est tous les screens que j'ai pris avec la manière dont je les ai nommés et tout. Alors je sais pas si on s'arrête sur un, là t'as par exemple Guts vs Serpico, 3ème combat, 11, parce que tu sais, il y a plusieurs trucs qui s'appellent pareil, donc voilà. Développement Serpico, tome 30, tu vois. Alors c'est des mots-clés comme ça, ou School Night et Guts discussion sur la plage, 6, tome 28. Que des trucs comme ça, ça te permet d'aller un peu plus vite. Shirk doit aider Guts pour l'armure du Berserker 4, souvenir, troupe du faucon, tome 27. Donc déjà ça permet tout de suite de retrouver des trucs que tu cherches. Donc voilà, c'est l'astuce pour gagner du temps. On aura le droit à une vidéo sur Serpico, oui bien sûr. Sûrement une vidéo sur Serpico et Farnèse en même temps, je sais pas. Parce que les deux sont vraiment très liés.
Le Big Tree d'ailleurs, ça vient d'où? C'est juste la commu? En vrai, je me rappelle même plus. Mais il me semble. De toute façon, en fait, c'est juste une appellation pour Naruto, Bleach et One Piece. Parce que bah, c'est eux qui tenaient les ventes à une certaine période du Jump, quoi. C'était les 3 nouvelles stars montantes et tout. Mais je pourrais même pas te dire si l'appellation c'est un vrai truc ou si c'est juste les fans qui ont inventé ça comme ça. Je pense qu'il y a plus de chances que ça soit la deuxième solution. Hein. Mais bref. Est-ce que du coup Bonne Nuit Pun Pun, Berserk et Fire Punch sont le trio de la dépression? Le Big Free dépression, ouais. C'est ça. Non, il n'y aura pas de vidéo sur Puck, je pense. Dommage, hein. Quoique, en vrai, je pense que je pourrais en faire une. Hein. Ce serait pas une grande vidéo, mais je pourrais. Oui, c'est ça, je me sens pas encore prêt, intellectuellement parlant, pour parler de Puck, tu vois, c'est un challenge un peu haut pour moi, en fait. Hein. À quand une vidéo sur pourquoi Vegeta est un vrai DZ? J'ai un screen de Vegeta qui mange du porc, alors... pas un vrai DZ, non. Désolé. Car oui, bien entendu, vu que je suis raciste, voilà... on peut pas être... un arabe, c'est forcément un musulman, tu vois. C'est un DZ Kato, en fait. En fait, c'est un colon. C'est un Algérien, mais qui était français à la base. Qui est venu pendant la colonisation. Mais Lilian, je pensais que t'étais kabyle. Ah bah non, moi je suis un Français de France. Je suis un Gaulois même. En plus, fun fact, mes grands-parents, ils habitent juste à côté d'Alésia. Du coup, j'avais quand même de grandes chances d'être raciste. Hein. Non, j'ai pas lu Doro et Doro. Pas encore. Mais c'est prévu parce que c'est... Doro et Doro, ça a vraiment l'air d'être genre Chainsaw Man avant Chainsaw Man, tu vois. Genre, il y a trop la même vibe, j'ai l'impression. Enfin, c'est assez différent quand même. Mais ça se ressemble. Ah, toi, une dent de Madagascar? Oui, bah, c'est pour ça, oui. Il y a des gens qui remettent qui remettent leur vie en question après avoir vu la vidéo. Ah oui, tiens, la question, ça peut être intéressant. On sait si Miura lisait beaucoup de philo. Il a évoqué quelques références au cinéma, manga, littérature, mais rien concernant les courants de pensée. Oui, je crois que la seule fois où il a parlé un peu de religion, c'est en disant... Enfin, de pensée, c'est en disant vite fait que les œuvres de l'Occident étaient influencées par la pensée chrétienne, alors que les œuvres japonaises étaient plus... Enfin, étaient moins manichéennes parce elles avaient moins l'influence chrétienne religieuse un peu manichéenne, quoi, avec le bien et le mal et tout ça. Mais non, il a jamais trop parlé de philo et tout. Après, ça c'est un truc dont on peut souvent se poser la question, genre est-ce que l'auteur, ce que tu dis là, l'auteur il y a pensé, tu vois, c'est vraiment le genre de question là. Et merde. Oula, je sais plus où j'étais. Ah oui là. Mais ça c'est pas très intéressant en vrai comme question, genre si tu parles de... Enfin t'as pas besoin que l'auteur se dise ah tiens mais c'est vrai qu'est-ce que disait Spinoza à propos de
du libre arbitre pour trouver des liens entre la philo et son œuvre, tu vois. Parce que comme je l'ai dit, la philo, c'est pas un truc haut perché, réservé à l'élite, avec des philosophes qui nous éclairent, qui nous apprennent ce que c'est la vie du haut de leur plume, tu vois. Pour moi, la philo, c'est vraiment des mecs qui mettent des mots sur des intuitions, tu vois. Des intuitions qu'on a un peu tous. Genre moi, là, je sais que la question du moi, la question... comment du libre arbitre et tout, moi, c'est des trucs que je me posais quand j'étais gamin, tu vois. Dans des termes vachement simples, genre, je me posais des questions à la con du style, oh, et si tous les autres, c'était des robots, tu vois, ou genre, est-ce que la voix qui parle dans ma tête, c'est vraiment moi? Enfin, tu vois, des questions à la con comme ça, même gamin, je me les posais, et puis tu te rends compte, 10 ans plus tard, même 15 ans plus tard, que c'est des questions de philosophie qui sont discutées depuis 500 ans, tu sais. Enfin bref. Non, c'est pas forcément rendre compliqué des choses naturelles, la philo. La philo, justement, c'est... comment c'est vraiment juste se questionner, mettre en ordre toutes ces idées-là, pousser les concepts jusqu'au bout pour voir où ça va. Enfin, tu vois... justement, je trouve que c'est pas forcément... c'est poser des mots clairs, justement, sur quelque chose d'un peu confus, tu vois. Bon, après, là, je parle de la philo à mon niveau, genre comme je l'ai vu en classe, en terminale, ou sur des vidéos de Vulga, tu vois. Je sais que, bon, si tu lis, j'ai essayé de lire du Kant, c'était pas pareil, hein. Il allait quand même vachement plus loin, mais bon. J'ai au sujet de l'enfant qui apparaît sur... Comment tu peux déterminer avec certitude que c'est l'enfant de Guts et non celui de Griffiths? Parce qu'il me semblait que c'était toujours un mystère au niveau de l'histoire, surtout que de mon point de vue, ça semble possible que ce soit Griffiths qui ait donné cet enfant à Casca, justement dans le but de pouvoir se réincarner. Et tout. Oui, ça c'est vrai que c'est une question qui est souvent apparue, mais je crois que c'est parce qu'en fait, dans le manga c'est clairement dit, le Skull Knight dit très clairement, ah mais en fait c'était ton enfant, tu vois, en parlant de comment, bah de l'enfant maudit et tout, juste après l'éclipse. Donc c'est vraiment dit noir sur blanc que c'est l'enfant de Guts et Casca. Mais par contre, je crois que c'était pas le cas dans la fan trad. Donc si les gens qui lisent les scans, peut-être qu'ils se retrouvent à lire la fan trad qui disait n'importe quoi à ce sujet et que du coup, ben, ça leur paraît confus, quoi. Alors que non, c'est vraiment très clairement dit. Bref. Ouais, elle était enceinte avant l'éclipse. Mais elle en savait rien, tu vois. Ils venaient de coucher ensemble, Guts. Mais tu vois, c'est pour ça que quand elle accouche, le gosse a un fœtus. C'est genre. C'est parce qu'elle venait à peine d'être enceinte, tu vois. Ça faisait que quelques jours qu'ils avaient couché ensemble. Et oui, l'enfant est aussi attiré par Guts. Il lui ressemble un peu et tout. Et puis en plus, les parallèles sont tellement clairs entre Gambino, entre la relation Gambino-Guts et la relation Guts fœtus maudit là que ça serait bizarre que ça soit pas ça, tu vois. Par contre, Guts qui va devoir faire le choix entre tuer son gosse pour tuer Griffith, ça me brise le cœur. Non mais vraiment, ouais, c'est un truc de sadique, hein.
Il y en a plein qui m'ont repris sur la prononciation de Skull Knight. Parce que je disais vraiment Skull Knight. C'est pour ça que j'utilise une IA pour les vidéos anglaises. Ah oui, je crois que c'était ça le commentaire. Enfin, il y en avait plusieurs de toute façon qui remettaient en question un peu ce que je disais. Petite précision quand même, selon le déterminisme, si on peut en effet dire de façon assez logique qu'on n'a pas de libre arbitre, car on ne se détermine pas soi-même et nos actes sont induits par tout un tas de facteurs, on garde une certaine liberté dans le fait que l'on peut utiliser la raison pour identifier ce qui nous détermine. Par exemple, l'éducation, comme tu disais. Si on sait pourquoi on agit et les forces et les passions qui nous déterminent, on peut s'en libérer. Pour paraphraser Spinoza, est donc libre celui qui sait qu'il n'a pas de libre arbitre, car il agit par la seule nécessité de sa nature, sans être contraint par des causes extérieures qui causent en lui des passions. Merci Wikipédia. C'est un sujet primordial et important, et tout le monde devrait s'intéresser à Spinoza, qui en parle très bien et qui donne une vraie philosophie du bonheur. Sinon c'était super propre, j'espère que tu reparleras de Berserk, j'avais à peu près vu le truc comme ça. Mais tu as vraiment affiné et enrichi cette thématique. Oui, bah après, moi, je sais que justement, il y avait cette distinction un peu libre-arbitre, dans le sens où le libre-arbitre, c'est vraiment de manière... comment? C'est genre... Enfin, physiquement, ça n'existe pas, tu vois. Mais le concept de liberté peut... Enfin, après, ça dépend... C'est toujours une question de définition encore, mais oui, la liberté, c'est pas forcément le libre arbitre, quoi. C'est quand que Griffiths trouve le berserk? Ah bah je sais pas. Et à votre avis, c'est quoi le berserk? Moi je pense que c'est l'amitié... En fait, le berserk, c'est l'aventure. Ah oui, il y a une grande confusion entre causalité et déterminisme, et un peu de fatalisme. Le déterminisme a besoin de la causalité pour exister, mais la causalité n'implique pas forcément de déterminisme. Je vois pas... Enfin... Je comprends pas du tout ce qu'il a voulu dire par là. Ça aurait été bien qu'il détaille un peu, parce que... Comment ça, la causalité n'implique pas de déterminisme? S'il y a des causes et des effets, c'est que tout est déterminé. C'est qu'il n'y a pas de hasard, et donc... Enfin, je comprends pas. Mais je crois qu'il y avait un mec qui... Il y avait un mec qui disait à peu près la même chose, mais qui avait détaillé son explication, donc je vais peut-être essayer de retrouver ce commentaire-là. Il y a des gens, ils font des gros commentaires, mais sauf qu'ils redisent à peu près ce que j'ai dit, quoi. Ah, quoique, c'est peut-être ce que je dis dans la vidéo sur Griffiths, ça. Je sais plus.
Je me permets de préciser que l'idée d'un dieu dans un monde non déterminé peut être rendue cohérente, par exemple en imaginant comme Leibniz un dieu choisissant parmi tous les événements possibles les meilleurs pour l'humanité. Nous vivrions ainsi dans le meilleur des mondes. Au passage, super vidéo qui nous fait réfléchir quant à notre rôle. Machin. Ça me paraît un peu bizarre quand même. Dans un monde non déterminé, mais dans lequel Dieu choisit tous les événements, tous les meilleurs événements possibles, ben c'est un monde déterminé. C'est juste Dieu qui détermine tout, quoi. Je comprends pas le... Enfin... En gros, le monde serait pas déterminé en soi, mais bon, il le serait quand même, parce qu'il y aurait quand même un Dieu tout-puissant qui déterminerait tout... Comme Idea, en fait. Hein. Donc, je vois pas trop... Ouais, pour moi, ça revient au même. C'est juste que le dieu, au lieu d'avoir tout prévu depuis la base même de la création, quoi, ben il dirige tout au fur et à mesure. Mais du coup, ça veut dire qu'il est pas omniscient parce qu'il sait pas ce qui se passe après, quoi. Ce serait vraiment bizarre comme conception de Dieu. Et au final, ça changerait pas grand chose dans les faits. Bonjour, je veux vraiment avoir la suite de cet animé qui me passionne. Quelqu'un peut m'aider par un site ou lien de téléchargement où je peux télécharger cet animé? Va lire le putain de manga! Regarde pas l'animé, putain! Et va dans une librairie, je sais pas. Puis en plus, il te demande ça comme si c'était difficile de trouver des sites illégaux pour télécharger des trucs. Ouais, bon, là, c'est un peu du pinaillage. Hein. Bref. Euh... Un peu dommage de ne pas également parler des références purement asiatiques, et j'imagine pas seulement japonaises, parce qu'il y a des armures et des châteaux que l'histoire... C'est pas parce qu'il y a des armures et des châteaux que l'histoire est complètement européo-centrée. Je pense qu'il parlait des analyses philosophiques. Bon, de toute façon, oui, j'avais dit que la vidéo avait pas pour but d'être exhaustive, et que, bah, si je parle pas des philosophes asiatiques, c'est parce que je les connais pas, en fait. Non, non, y a pas de chapitre de Berserk. Le chapitre, il sort le 22. Là, je fais une lecture des commentaires des vidéos. Mais il y en a plein des commentaires. Ah oui, ça me fait marrer. Au final, on pourrait même y voir un reflet de notre époque où les gens ont troqué leur spiritualité et un sens à leur vie contre une vie guidée de consommation par des dieux entreprises qui les gavent de contenu. C'est un peu, ça fait un peu commentaire de boomer, ça. Mais bah non, parce que plus troquer leur spiritualité, c'était, enfin je pense qu'ils pensent religion, tout ça. C'est un peu, c'est un peu la même chose. C'est un peu une manque de sens. Je vais en parler de ça dans Fire Punch sur la foi et tout. Dans le sens où comment la spiritualité généralement c'est juste un autre moyen de fuir le réel. Hein. En plus, ça veut rien dire en soi, je sais pas trop ce qu'il veut dire par spiritualité, mais. C'est un peu essayer d'oublier que le monde est matérialiste pour se dire que le tout a un sens, quoi. Donc bon. Ah, je crois que c'est celui-là le commentaire
qui me défonce un peu. J'ai fait la vidéo juste pour lui, enfin le live. C'est une excellente vidéo, malheureusement la prémisse qui sous-tend l'ensemble de la vidéo, à savoir que le déterminisme exclut tout libre arbitre, n'est pas correcte en philosophie des sciences actuelles et il y a plutôt un pseudo-problème. Certes, les lois scientifiques sont déterministes, mais pour être opérationnelles, ces lois exigent des conditions initiales. Or, dans ces conditions initiales, entrent des paramètres qu'on peut considérer comme étant localisés dans le mouvement de la matière qui se produit dans la réalité, qu'on peut considérer comme étant localisés dans le mouvement de la matière qui se produit dans la réalité, parce qu'ils sont fonctionnellement définis en termes de rôle pour le mouvement de la matière. Ce mouvement incluant l'action humaine et une volonté libre humaine. En bref, les lois définissent un cadre pour le mouvement des particules, mais on obtient de propositions au sujet de mouvements spécifiques que si on alimente ces lois avec des valeurs initiales dont on peut faire notamment partie une volonté libre humaine. On comprend donc que le déterminisme en science ne prédétermine pas les mouvements qui se produisent réellement. Ainsi, il n'y a pas de conflit avec le libre arbitre. Je te laisse, si cela t'intéresse, te renseigner notamment sur le compatibilisme en philosophie et le super-humanisme. Je comprends pas trop la take en fait là. Parce que, certes, je comprends. Enfin, je crois que je comprends à peu près l'idée, genre dans le sens où. Comment dire, où certes, tout n'est que physique, tout ça. Bon, en fait, non, je comprends rien du tout. Non, pour moi, c'est. Je vois pas en quoi le déterminisme permet le libre arbitre. Enfin, le libre arbitre dans le sens dont on parle. Hein. Bien sûr, oui, si on est spinozien. Enfin, si on est spinozien, le libre arbitre. Avec le monde des déterministes et il n'y a pas de libre arbitre, mais on peut être libre en connaissant ces déterminismes. Mais c'est pas ça qu'il dit. Hein. J'ai regardé ta vidéo sur Guts après avoir regardé celle sur Griffiths, c'était incroyable. Ça m'a complètement changé la vision que j'avais de Guts. Bah tant mieux, hein. C'est que j'ai réussi mon job. Bah, bref. Faudra que je regarde là, ce qu'il m'avait dit et tout, mais moi ça me paraît vraiment bizarre comme take, dans le sens où pour moi, à partir du moment où tes pensées c'est un phénomène physique qui est juste le résultat d'interactions qui peuvent être prédéterminées juste parce que à partir du moment où c'est la thèse de Laplace, tu vois, c'est à partir du moment où tu connais tous les états d'interaction, tu sais les interactions qui vont suivre et puis tout devient prévisible, quoi. Donc je vois pas du tout... je comprends pas du tout ce qu'il raconte, le gars. J'ai l'impression qu'il dit ça en mode... en mode c'est négligeable, quoi. Genre... comment dire, genre en mode ouais, c'est des interactions physiques, mais bon... de toute façon, on n'est pas capable de... Ouais, non, quoi, c'est pas ça qu'il dit. Il est pas en train de me dire qu'on n'est pas capable de les prévoir et que du coup, ça, vu que c'est imprévisible par quasiment tout ce qui existe, ça sert à rien de dire que tout est déterminé, j'en sais rien. Bref. Non, franchement, je comprends pas du tout ce qu'il raconte là dans son truc. On pourrait faire un parallèle avec le surhomme de Nietzsche. Comme d'hab, Nietzsche mal écrit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Nietzsche dans Berserk, mais j'aime pas en parler. En fait, j'aime pas trop Nietzsche. J'aime pas Nietzsche parce qu'il est tout le temps utilisé par des débiles. On va pas se mentir. La plupart des gens qui citent Nietzsche, ils disent de la merde dessus, donc... J'ai vraiment associé le fait que... J'ai associé Nietzsche à tous les débiles et du coup, ben... J'ai plus envie d'en parler. Puis même, j'aime pas trop... franchement, j'aime pas trop ses idées et tout, donc... Donc voilà.
Pareil, je pourrais aussi parler de Freud. Il y a beaucoup de trucs un peu freudiens dans Berserk. Mais pareil, Freud, ça a tellement aucun sens, la psychanalyse. Enfin, c'est juste faux scientifiquement parlant, donc j'ai pas envie de propager un peu des trucs faux comme ça, même si, voilà, ça ferait du clic. J'aurais l'air intelligent. Dieu laisse une part au hasard, car le hasard fait partie du libre arbitre, mais le tout n'échappe pas à son omniscience. En gros, tu as le libre arbitre, mais ton libre arbitre n'échappe pas à la volonté de Dieu, car il t'a créé, toi et tes œuvres. Il savait ce que tu allais faire, il t'a donné le choix de faire le contraire, mais tu as choisi quand même de faire ce pourquoi il t'a créé. Oui, bah en gros, t'as pas de libre arbitre. Genre, ça, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Genre, là, il vient me dire t'as de- t'as un libre arbitre, mais absolument tous les hommes ne s'en sont pas servis, donc voilà. En gros, c'est vraiment, il dit il y a un libre arbitre, mais on l'a jamais vu. C'est vraiment. Donc en fait, oui, il n'y a pas de libre arbitre. Je vois pas trop où il mène. Ça fait un peu un raisonnement circulaire, quoi. Ceux qui traitent d'hérétiques, ceux qui n'ont pas aimé Berserk, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris le message du manga. Pas faux. Berserk, c'est sympa, mais je me demande le retour des vidéos sur Chainsaw Man. Il y aura le retour des vidéos sur Fujimoto, ça serait déjà pas mal. Les deux prochaines, normalement, elles sont sur Fujimoto. Mais pas sur Chainsaw Man. Après, il cite un livre qui n'a pas écrit. Qui n'a pas écrit La volonté de puissance comme ils lisent des auteurs juste pour conforter leur idée réactionnaire. Oui, non, mais les mecs qui parlent de Nietzsche, c'est souvent ça. Et encore, ça, il y a pire. Il y a des mecs qui parlent du surhomme de Nietzsche et qui pensent qu'en fait le surhomme c'est un mec qui est juste qui fait du sport quoi, qui est balèze physiquement. Tu vois. Il y en a vraiment qui pensent ça, tu vois, genre c'est de dire le niveau de connerie de certains. Hein. Moi je suis un surhomme nietzschéen parce que je pousse 100 kilos au développé couché, tu vois. Je comprends pas comment on peut considérer l'existence du libre arbitre quand on est religieux en fait. Bah, à partir du moment où il y a un être omniscient qui sait tout ce qui se passera, ben c'est qu'il y a du déterminisme et c'est qu'il n'y a pas de libre arbitre. Enfin voilà, je comprends pas. Mais c'est vrai que la question du libre arbitre dans le cadre d'un monde dans lequel Dieu existe, tu vois, le Dieu dans le sens ben, le Dieu de la Bible, hein, on va faire simple. On va pas parler de toutes les religions et tout. Euh, je pense que c'est une question intéressante. Il faudra demander à des croyants qui s'y connaissent là-dedans, tu vois. Voir comment ils arrivent à résoudre un peu ce qui me semble être un peu contradictoire, tu vois. Le prêtre de l'arc de la conviction, il me faisait vraiment peur. Ah oui, Mosgus. Très bonne vidéo. À quand la vidéo sur Vinland Saga? Ah ben, j'en ferai probablement une sur l'arc de la ferme. Eh oui. All according to the Keikaku. Keikaku mine plan. Fais une vidéo sur Full Metal Alchemist, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. En vrai, Full Metal Alchemist, je pense oui, il y a des trucs sympas à dire, mais faudrait que je relise. Je connais pas, j'ai eu cette vidéo en suggestion et jusqu'à 10 minutes, je croyais que Berserk était un manga style Ken le survivant, des nions, des coups de sabre et des organes qui tombent. Bah merde alors.
Tiens, après le mec qui me dit que dans un monde déterminé, il peut y avoir du libre arbitre, il y en a qui dit qu'on n'a pas besoin de déterminisme pour dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. Notre cerveau, nos pensées obéissent tout autant aux lois de la physique dans le contexte des incertitudes de la physique quantique. Dans l'expérience des fentes de Jung, on ne peut pas dire où va chaque particule, mais ce n'est pas pour autant que tu peux agir dessus par la pensée. Oui, ça c'est pas faux. En vrai, d'ailleurs, comment le parallèle que j'avais fait, c'est juste pour dire qu'il peut y avoir des éléments de la réalité qui sont qui sortent du déterminisme et tout. Mais en soi, oui, pour le coup, c'est pas la mécanique quantique qui va nous donner du libre arbitre. Hein. C'est juste une petite comparaison à la con que j'avais fait. C'est quoi votre arc préféré, Berserk? En vrai, je sais pas du tout. Je pourrais pas te dire. Ken le Surveillant, c'est tellement humaniste comme œuvre, j'aime pas ce genre de remarques. T'as ruiné mes vacances après ta vidéo, j'aurais dû aller jouer avec mes amis. J'ai lu les 41 tomes de Berserk pendant un mois. Désolé. À minute 14 et 19 secondes, l'affirmation que la physique quantique remet en cause le déterminisme n'est tout à fait exact. N'est pas tout à fait exact, je pense que vous voulez dire. En fait, la physique quantique est très déterministe, car si le hasard intervient, il intervient de façon statistiquement déterministe. Oui, ça je comprends le truc, c'est dans le sens où même s'il y a du hasard, s'il y a deux possibilités, ça reste du 50-50. Genre, si tu répètes à l'infini le truc, ça fera du 50-50, ça fera pas du... Bref, je crois que j'ai compris le principe. Après, ça change pas le fait que je sais pas, si tu avais un bouton avec écrit balancer une bombe nucléaire et que genre tout le futur de l'humanité il tenait à ça et que tu utilisais je sais pas une technique de un tirage au sort quantique donc absolument imprévisible pour dire soit tu l'envoies soit tu l'envoies pas, bah là pour le coup même un démon de la place il pourrait pas prévoir si l'humanité survivrait ou pas parce que c'est du hasard pur. J'ai l'impression que après l'arc du guerrier noir, Berserk est un peu moins sombre et devient un peu plus léger. J'ai tué quelqu'un mais c'est la faute de la causalité. Bah en vrai c'est pas... je trouve pas. Hein. Y a quand même... Dans l'âge d'or, en fait dans l'âge d'or c'est volontairement assez enfin moins sombre parce que... Bah c'est l'âge d'or quoi, c'est littéralement dans le titre. Mais sur la fin c'est quand même vachement sombre et puis tout ce qui suit l'éclipse... l'arc des enfants perdus et tout, je pense que c'est ça la partie la plus sombre du manga en vrai. Et même Conviction, c'était quand même assez sombre. Après, ça s'illumine un peu dans l'arc de l'ascension de Griffiths, quoi. Pour les raisons dont j'ai parlé dans la vidéo sur Griffiths. Et puis après, forcément, dans Fantasia. Par rapport au déterminisme... En fait, c'est dans le fond commencer à avoir les commentaires intéressants. Par rapport au déterminisme, je pense que l'existence même de la conscience invalide la thèse. Si on reprend l'analogie avec les dominos, un esprit conscient doté d'un corps peut retirer les dominos, en rajouter les déplacer, condition qu'ils y prennent avant qu'ils soient tombés. Exactement la même chose dans la réalité que dans l'analogie. On peut expliquer un quiproquo, empêcher une agression, etc. Ce qui modifie le cours des choses et ce qui dépend de notre libre arbitre. Mais je comprends qu'on peut se dire que même nos décisions sont déterminées. On a alors deux possibilités. Soit nous sommes bel et bien déterminés et alors nous ne sommes pas réellement conscients, soit nous sommes conscients et par là nous ne pouvons pas être déterminés. Or le cogito cartésien, le fait que nous pensions alors nous existons, nous montre de manière indéniable que nous existons sous forme de substance pensante de par nos pensées, ce qui implique que nous soyons conscients.
Puis je sais pas où, je me sens plutôt conscient. Notre conscience élimine la première possibilité. Conclusion, nous ne sommes pas déterminés, mais il est bel et bien doté d'un libre arbitre. Pas du tout d'accord avec tout ce qu'il vient de raconter. Mais déjà, le mec, il part de base avec la certitude que la conscience existe. Et ça, pour moi, c'est vraiment pas du tout une certitude. Genre, la conscience, tu vois, ça fait comme un truc magique un peu, tu vois. Euh, Ta conscience, c'est un peu une simulation que te font tes neurones et tes synapses quand ils rentrent en interaction, tu vois. C'est juste que la puissance de calcul du cerveau humain est tellement énorme qu'il peut te faire croire que t'es conscient. Enfin bref. Il y a tout un... J'avais lu un truc il y a pas mal de temps sur la théorie un peu la plus consensuelle actuellement au sujet de la conscience et tout, qui est le cerveau plat. C'était vachement intéressant, mais en gros, ça expliquait assez clairement qu'en fait le cerveau était juste une puissance de calcul énorme qui faisait que t'avais l'impression que tes pensées elles venaient de très profondément à l'intérieur de ton cerveau, alors qu'en fait c'est juste les synapses qui direct allaient chercher les informations là où il fallait en temps réel pour te faire croire à une sorte de continuité permanente dans tes pensées, alors que bon, au final tu calcules juste en temps réel tout. Il n'y a pas vraiment de conscience profonde. Enfin bref. Et puis même de base, si tes pensées c'est juste un truc physique comme ça, moi j'ai du mal à considérer que c'est ça la conscience, tu vois. Qu'est-ce qui nous prouve que quelqu'un d'extérieur écrit pas nos pensées, nos souvenirs? Non mais, moi je pense je me rappelle plus, c'est la chambre chinoise, je crois, le truc. Mais il y avait Monsieur Phi qui avait fait une vidéo intéressante là-dessus récemment. Il avait pris par exemple, c'est une expérience de pensée, où imagine, c'est un géant, comment tu sais, on est dans un monde où il y a des géants vraiment gigantesques, voilà, de la taille d'une planète, tout ça, qui vivent. Puis t'as un géant qui est super vieux et tout, mais qui commence un peu à perdre la tête, tu vois. Donc petit à petit, ses neurones meurent. Et si tu veux, on engage des humains pour aller à l'intérieur de son cerveau et en fait faire le boulot des neurones, enfin faire le boulot du neurone à sa place. Et, euh, et en gros, ben voilà, en gros, si tu veux, le but du neurone, c'est genre il reçoit une information, hop, il la renvoie dans une autre synapse et tout. Et en gros, les humains, ils font ça, tu vois. Ce qui permet aux géants de continuer à penser normalement sans perdre ses neurones, entre guillemets. Sauf qu'ils continuent à les perdre encore et encore et encore. Et au bout de plusieurs années, bah en fait, son cerveau, c'est juste 100 milliards d'êtres humains qui. Parce que oui, il y a la population qui a vachement augmenté. Qui bossent et qui envoient les signaux dans son cerveau et tout. Et en fait, il agit exactement comme avant, tu vois. Rien n'a changé en termes de. Enfin, son cerveau, il fonctionne exactement de la même manière. C'est juste qu'à la place d'avoir des synapses, des trucs physiques, tu vois, inertes et tout, bah c'est d'autres êtres humains qui font machinalement le truc. Et la question, c'est est-ce que le géant est encore conscient? Est-ce qu'il a jamais été conscient, en fait? Si le fruit de sa conscience est juste un truc physique, comme le serait une carte mère d'un PC, est-ce que on peut vraiment considérer ça comme de la conscience? Bah pour moi non, pour moi c'est pour ça que, enfin, pour ça que moi la conscience, tu vois, j'ai un peu du mal avec ce principe-là, c'est que vraiment moi je considère que notre cerveau, tu vois, c'est juste un mécanisme bien huilé, ultra complexe, donc impossible à répliquer avec à notre échelle, tu vois. Mais que c'est rien plus qu'un mécanisme ultra complexe et que du coup,
Du coup, ben, ça a rien de magique, quoi. Ça a pas ce truc-là que certains pensent, qui est au-dessus du monde physique, tu vois. Là, attends la vidéo, je vais essayer de la retrouver. De toute façon, c'est une vidéo qu'il a fait récemment, donc je vais la retrouver assez rapidement. Hop. Je pense que ça doit être celle-là. Ah non, c'est celle-là. Hop. Bah, c'est pas vraiment une variante de la... Comment? Ah, je suis abonné à moi-même depuis 9 mois. C'est pas forcément une variante du bateau de Thésée. Enfin, si, c'est le même principe. C'est oui, le fait que tu changes les pièces au fur et à mesure, machin. Mais c'est une variante aussi d'un autre... d'un autre truc, je crois. C'est la chambre chinoise. Je sais plus si c'est ça, mais si tu veux, c'est un truc assez connu. Enfin bref. C'est une expérience de pensée assez connue et je crois que ça c'est une variante qu'il a fait. Mais oui, c'est vrai que ça peut se rapporter au bateau de Thésée avec la question de est-ce que le bateau de Thésée est encore le bateau de Thésée, sachant que à chaque fois qu'il a un petit truc paf on le répare et que ben au bout d'un moment on aura réparé toutes les planches et que plus aucune planche du bateau de base n'existe, tu vois. Donc est-ce que puisque la totalité du bateau a été changée, est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée, tu vois? Sauf que là, en plus, ça pose la question de la conscience humaine. Parce que c'est surtout ça le truc de base. C'est pas l'identité du truc, c'est vraiment la question de la conscience. Est-ce que si tu remplaces bah, ce qui fait que ton cerveau marche biologiquement parlant par un mécanisme qui fait la même chose, est-ce que ben, ça change rien au final? Et si ça change rien, ça veut dire qu'on pourrait littéralement faire une réplique de toi-même et qu'on considérait ça comme un être tout aussi conscient que toi, quoi. Enfin bref, c'est le genre de sujet passionnant, je trouve, qui te détruit le cerveau. À la partie causalité, j'ai pleuré comme un bébé, j'avais l'impression de voir ma vie défiler devant mes yeux. J'ai bien envie de croire que le libre arbitre n'existe pas avec tout ce que j'ai vécu. Je n'ai jamais eu le choix dans la vie, tout a été prédestiné, j'ai envie de dire. Pourquoi et par qui? Des commentaires comme ça, ils te rendent trop triste, tu dis, mec, désolé. Tu sais, j'ai envie de m'excuser et tout. J'aurais pas dû faire cette vidéo. Bon, sinon, je crois que j'ai fait un peu après le tour. Tiens, non, il y en a encore un qui me défonce là. Super vidéo, mais plusieurs fois dans la vidéo, tu emploies le mauvais terme philosophie scientifique, ce qui change un peu l'interprétation de l'œuvre à faire, je pense. Tu confonds causalité et déterminisme. Or, il y a une différence. Le déterminisme, c'est pour un système donné, en connaissant les choses à un instant. On peut déduire le futur et le passé de ce système de manière certaine. La causalité, elle, c'est affirmer que pour toute chose, il y a une cause qui la produit. C'est différent que de dire qu'une cause génère un effet, comme tu l'as dit dans la vidéo. Mais ça ne veut pas dire qu'en sachant tout, tu peux deviner le futur d'un système, mais que les événements spontanés qui ne proviennent que d'eux-mêmes sont interdits. Autrement dit, dans un monde déterminisme un monde déterminisme est soumis à la causalité, ou du moins se comporte comme tel. Mais un monde causal n'est pas forcément déterministe, comme tu l'as admis. Et pour finir, être maître de la causalité ne veut pas dire contrôler le destin, mais autoriser ou pas des événements spontanés d'exister et vivre dans un monde causal n'est pas incompatible avec le libre arbitre. Je vais quand même aimer son commentaire parce que j'avais pas vu. Mais moi j'ai vraiment du problème avec... parce que c'est le deuxième du coup qui me disait ça. Mais j'ai vraiment un problème avec ce Tesla parce que je comprends pas du tout comment un monde qui se résume à des causes et des effets peut pas être déterministe. Parce que si un truc... si un événement dépend d'une cause, bah dans ce cas, si tu connais la cause, tu connais l'événement qui s'est produit.
Et si tu remontes encore et encore et encore, ben tu connaîtras tout, et puis si tu connais après du coup, les effets qui suivent ces causes-là, ben encore et encore et encore, ben tu connais le futur aussi. Enfin, du coup, je comprends pas du tout la différence entre déterminisme et causalité. Pour moi, c'est vraiment la même chose, quoi. Puis oui, après, être maître de la causalité ne veut pas dire contrôler le destin, mais autoriser ou pas des événements. Oui, ça c'est vrai, mais ça c'est juste une question de comment. C'est juste que j'ai mal raconté mon truc, quoi. Mais Aidia est vraiment maître du destin, quand même. Mais du coup, c'est con qu'il n'y ait pas de philosophe pro dans le chat. Mais parce que vraiment, je comprends pas du tout la différence entre causalité et déterminisme. Enfin, la causalité, ça décrit le monde, et le déterminisme, c'est plus un mouvement philosophique et tout, mais je veux dire, pour moi, les deux sont liés, quoi. Ah, je suis mort, là, il y a deux commentaires qui s'enchaînent et qui me fument de rire. T'en as qui dit: les réfractaires sont la source de l'évolution de ce monde et empêchent que le chaos ne prenne le contrôle total de nos vies. 2030 sera une année importante car ce sera l'année de bascule de notre monde vers le chaos. Et puis l'autre juste en dessous: masterclass tes analyses de complotistes. Le One Piece existe. Ça me fume de rire. Mais il y en a, il a vraiment fait un commentaire de complotiste et tout. Merde, j'arrive pas à voir la réponse. Bref. Puis l'autre, il a dit: ouais, masterclass l'analyse de complotiste. Son commentaire, il est tellement con. Ça me fume de rire. Non, en vrai... mais c'est vrai que quand j'ai écrit la vidéo, généralement, je me suis dit, en vrai, ça va peut-être titiller un petit peu les complotistes quand même. Parce que, tu sais, je suis un peu en mode, ouais, les mecs qui sont à Falconia, c'est un peu des moutons, tu vois. Guts, c'est un peu un esprit... Il va un peu contre la masse et tout. Ouais, l'humanité, elle veut perdre son libre arbitre pour être tranquille. Non, en vrai, c'est vrai il y avait un petit peu côté complotiste, je trouve, dans le sens, tu sais, le côté un peu, ouais, nous, on n'est pas des moutons, nous, on veut être libre et tout, on n'est pas comme... Enfin, bref. Du coup, après coup, je me suis dit que c'est vrai que je m'attendais à ce genre de commentaires. J'ai eu un cours de philo ce matin, ça compte. Bah écoute, suis-les, et puis tu me diras à la fin de l'année si t'as trouvé la réponse. Quand ta fanbase se développera, ça partira en live archi-philosophique, avec des pros. Ouais, et puis moi je serais complètement largué dans le lot. On dirait les mecs qui écrivent sur interprétation sous une vidéo d'1 heure. Ah par contre, ouais, ceux qui me disent sur interprétation, ça me saoule. Ouais, mais il y en a quasiment jamais par contre. Hein. Il y en a peut-être un ou deux sur les grosses vidéos, mais en vrai, il y a très très peu de gens qui... Tu sais, moi j'avais toujours peur de ça, et puis d'ailleurs, comment avant, dans quasiment toutes les vidéos, tu sais, j'essaie de mettre ça au second degré en disant: oui, bon, c'est un peu de la branlette, mais tu vois. Mais en fait, j'aurais pas dû. En fait, faut assumer, tu vois, faut assumer que quand tu fais une analyse, t'es pas forcément dans le vrai tout le temps. Enfin bref, on fera sûrement un live sur ce sujet-là. Mais, mais du coup, maintenant, j'arrête de dire, j'arrête, tu sais, de prendre du recul en mode oui, je fais un peu de la branlette, tout ça. Non, j'assume. C'est tout l'inverse de l'art de penser qu'il y a une surinterprétation, je trouve. Oui, non, mais voilà. Je veux dire, j'ai l'impression que pour les gens, ce qu'ils appellent une surinterprétation, c'est un truc auquel l'auteur n'a pas pensé, tu vois. N'a pas pensé consciemment et tout.
Alors que bon, un auteur, il est fait de plein d'influences inconscientes. Donc ça serait débile de parler que de ce que l'auteur a voulu dire. Genre sinon, ben, juste tu t'écoutes ses interviews et voilà, c'est tout, quoi. Savoir que certains théologiens défendent l'idée d'un Dieu non omniscient, pour le moins vis-à-vis du futur. Je discutais récemment avec un prêtre qui m'annonçait ne pas être certain que Dieu eût connu à l'avance la crucifixion de Jésus. L'omniscience de Dieu se cantonnerait donc pour lui au passé et au présent, et à l'image de la spirale, n'incorporerait pas forcément le futur. En somme, cela se rapproche du débat Einstein vs Bohr. Ok. Pourquoi pas, hein. Il y a un mec qui aime pas les anglicismes là. Il y a une chose que je supporte pas dans les analyses, c'est l'emploi des termes anglais. Pourquoi mettre du français pour du franglais quand on a une traduction française correcte? Moonchild, School Knight, Dragon Slayer. Ça me sort par les yeux. Pourquoi utiliser des scantrad pour illustrer alors qu'on a une gestion française bien traduite? Ça donne l'impression que l'œuvre ne vaut pas la peine qu'on l'achète. À peine qu'on la lise légalement sur internet. Mais mec, tout le long de la vidéo, j'ai mis des extraits du manga, hein. J'ai mis des extraits du manga, j'ai pas mis des extraits de la scantrad. De quoi il parle? Après oui, j'utilise les termes Moonchild, Skull Knight et tout, parce que je discute sur les forums. J'ai passé longtemps à discuter sur le forum Berserk après l'éclipse avec des gens, et on utilisait toujours ces anglicismes comme ça par habitude, quoi. Donc le fameux School Knight, ouais. Donc c'est juste une question d'habitude. À la limite, je comprends que ça peut trigger certains, mais par contre, qu'ils me disent que j'illustre la vidéo avec des scantrad alors que je me suis fait chier à screen la version e-book des 41 tomes de Berserk. Non, monsieur, non. Je pense que le manga vaut mieux que de l'existentialisme bas de gamme. Pléonasme. L'existentialisme est une philosophie débile par nature. L'humain ne peut pas juger un monde comme absurde de par son entendement très limité et partial. Excuse-nous, nihiliste alien. Ah merde, attends, j'avais pas vu, il y a... Il y a Clips qui a pris un abonnement. Bah merci. Mais c'est bizarre, d'habitude, il y a un petit bruit. Il est censé avoir un petit bruit, genre une alerte en mode ouais, merci pour le follow. Pourquoi ça l'a pas fait? D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est un abonnement de niveau 1. Oui, on pourrait dire enfant de la lune, chevalier squelette, mais on a pris l'habitude. J'ai pris l'habitude, alors désolé. Ouais, encore un pavé un peu compliqué, le déterminisme n'existe pas, ou du moins pas comme vous l'imaginez. S'il y a un principe qui informe notre réalité, il est obligatoirement hors du temps, de l'espace et de la matière, mais cela nous poussera à des réflexions trop lointaines. Les interactions quantiques sont soumises à l'incertitude d'Heisenberg, qui est un hasard ontologique, il n'y a pas de variable cachée locale. Cela a été amplement démontré, quant à des variables cachées non locales, on tombe dans un truc totalement ésotérique. Notre époque très axée sur l'informatique aime trop le déterminisme. Un algorithme d'ordinateur ne peut pas créer un hasard véritable. Il fonctionne avec des cycles liés à la physique classique, un peu comme une horloge qui fonctionnerait très rapidement. On peut par contre créer un véritable hasard à l'aide d'un simple générateur quantique aléatoire. C'est du matériel de labo très accessible. Allez expliquer ça à un geek, il va bugger.
Allez, allez expliquer à un geek que la quantité d'informations dans un volume donné n'est pas infinie mais finie. Il va bugger aussi car il ne connaît pas le mur de Planck. Je comprends pas son commentaire au mec. Enfin, je comprends ce qu'il dit, hein. Mais je le dis un peu dans la vidéo, ça. On peut contre-argumenter en disant que la décohérence de charge se charge de faire émerger notre réalité, mais ça signifie que la nature est capable de se mesurer elle-même. En fait, c'est pas possible car notre univers est un gigantesque système fermé, il ne crée pas d'informations. Le seul échappatoire pour sauver le déterminisme est de dire que toutes les possibilités existent dans des univers parallèles séparés. D'où cette tendance ces dernières années à vendre cette théorie un peu partout. On est dans du pur délire. Bon. Je sais pas trop ce qu'il a voulu dire. Je crois j'ai même pas compris s'il était d'accord ou pas en fait. Parce qu'il dit des trucs que je dis littéralement dans... Ou que je dis plus ou moins dans la vidéo. Mais il a l'air de pas être d'accord, donc... Bref. Ouf. En vrai, je crois que c'est bon, on a terminé. Mais il y a vraiment beaucoup de commentaires, je m'en... il y a un mec, il a juste mis philosophie existentielle avec des pouces et tout. Ça me fume. Genre, ouais. J'ai encore rien vu, mais ça a l'air teinté de Spinoza et Nietzsche en filigrane. Ouais, ben, désolé mec, j'aime pas Nietzsche. Voilà, la tripotée de commentaires, là, ça fait masterclass, trop fort mec, incroyable, 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 incroyable. On dirait que j'ai payé des bots. Ouais, c'est ça, c'est vraiment philosophie. T'as fait 100K vues, logique, il y a beaucoup de com, ouais, mais quand même... Oh, je pense, en vrai, on va peut-être s'arrêter là. Parce que ça fait déjà pas mal... Ouais, ça fait 1h30, hein. À la base, je voulais jouer à Chrono Trigger après... L'homme est mauvais par nature, factuellement faux. Les enfants ont une tendance aimante plutôt qu'haineuse. Oui, bon, après, ça, c'est un autre débat. Je pense pas non plus que l'homme est mauvais de nature. Enfin, je pense que le concept même de bien et de mal à l'état de nature, il est un peu... Enfin, il a aucun sens. Mais... Mais bon. C'est pas pour ça que je vais... que je vais ne pas dire ce que Miura a dit, tu vois. Surtout que Miura a pas dit... Miura, il a pas encore confirmé factuellement que l'homme est mauvais de base. On sait pas si Idea, c'est vraiment... Parce que Idea, il nous dit que l'homme est mauvais de base et que que tout son truc, là, c'est un concentré des mauvaises pensées humaines et tout. Mais on sait pas si l'humain se résume à ça, hein. On sait même pas si Idea, c'est vraiment un dieu parfait et tout ça. Donc... Ça se trouve, Miura, il va nous dire ouais, en fait, Idea, il a perdu parce que il concentre juste les mauvaises pensées humaines, mais l'humain est plus complexe. Et du coup, c'était pas un dieu parfait. Pas un dieu complet, tu vois. Et qui pouvait pas contrôler totalement l'homme parce qu'il était constitué que d'une petite partie de lui-même. Enfin bref. Il y a plein de gens qui me demandent c'est quoi les musiques et tout alors que c'est écrit. Ils m'ont aussi la musique de fin alors que c'est la prod de Saïd et tout. Incroyable live. Bah merci hein. Après oui, ça a l'air des... Ah oui, il y a un mec qui m'a dit tu crois en Dieu? Puis je lui ai dit du coup non, je suis athée. Merde. Puis il m'a... Ah merde. Putain. Oh putain, oh. Bon, on va s'arrêter là parce que j'ai pas envie de tout redescendre. Ah oui, il y a 600 commentaires.
Ah ouais, la vache. Bah, heureusement que je les ai pas tous lus, hein. Bon bah de toute façon je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait le tour des commentaires les plus intéressants dont je me souvenais. Tiens, on va s'arrêter sur un plein écran de cette jolie page de Berserk. Hop. Merde. Hop. Tac 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 tac. Voilà, voilà. De toute façon, oui, je vous dis, j'ai lu à peu près tous les commentaires dont je me souvenais qui avaient l'air intéressants. Donc, donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, je pense qu'il y avait quand même des trucs intéressants à parler. Après, il y a plein de trucs où bon, je suis un peu limité. Ce que je vous ai dit, hein, je suis pas un philosophe professionnel, moi. Donc il y a des gens, ils me disent, ouais, ce que t'as dit, c'est faux, mais tu vois, j'ai vraiment du mal à comprendre en quoi c'était faux, tu vois. Puis tu sais, en plus, je suis pas du tout dans la posture en mode, ouais, non, mais j'ai raison et tout, parce que tu vois, je sais que je suis pas un pro, tu vois. Mais bon. Attends, je crois que j'ai eu des commentaires. Merde. Tais-toi. Tais-toi. Hop. Mais tais-toi. Hop. Hop là. Ouais, j'ai le PC qui rame. Il est autant en galère que ça. Donc oui, j'ai fait à peu près le tour. Oui, juste, je me remets à jour parce que je vois un mec qui dit je rajoute ce commentaire pour le live. Puis pareil, il y a Vibes aussi qui dit salut, moi je veux juste passer sur le live, j'adore la fame et l'argent. Bah, vous serez les personnes sur lesquelles on conclura ce petit live de lecture de commentaires. Bien joué les gars. Bon, de toute façon, oui, voilà, ce que je disais, c'est que on avait fait le tour des commentaires que j'avais trouvé intéressants. Donc, en vrai, je pensais faire les 3 vidéos sur Berserk, mais finalement, j'en ai fait qu'une seule. Et je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Du coup, je voulais partir sur de Chrono Trigger, mais je pense que je vais pas le faire, parce que je suis déjà crevé, là. Il est déjà bon 23 heures, en plus, il y a... Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens... Si, on est quand même 30. Eh bah putain. « 30 viewers constants quasiment, c'est pas mal. » Ah non, là on a déjà réduit. Bon, tant pis. Mais bref. Bon, de toute façon, oui, bref, on a fait le tour, c'était pas mal. Faudra que celle sur God, ça va être compliqué parce que... Je crois qu'il y a encore plus de commentaires. Je vais regarder, mais... Ça fait un petit... Merde. Hop. Alors. Celle sur Guts, 919 commentaires. Putain. Et celle sur Griffiths, 579. Ah ouais, quand même. Bah, ça va me prendre du temps, tout ça. Faudrait que... En fait, j'aurais dû les trier à l'avance, mais ça me prend trop de temps. J'ai pas envie de perdre du temps comme ça, là-dessus. Enfin bref, j'espère que le live vous a plu quand même. Hein. Moi, j'aime bien. En fait, les réponses en commentaire, je devrais faire ça à chaque sortie de vidéo, en fait. Ça m'éviterait de revenir dessus 2 ans après et avoir plein de commentaires et tout. Et le faire sur des plus petites vidéos aussi. Voilà. Mais bref. Bon, en tout cas, ouais, je trouvais ça quand même ça sympa, donc... J'espère que c'était pas trop ennuyant, parce qu'il y a quand même des fois où bah, j'étais obligé de scroll, parce que... Il n'y avait pas des commentaires forcément très intéressants. Il y a quand même énormément de gens qui comment bah, qui juste me disent bravo et tout, donc ça fait super plaisir, hein, en vrai. Mais ouais, voilà. Donc continuez. Pareil, même si vous n'avez pas envie de me féliciter, juste vous mettez référencement en commentaire, ça m'arrange, moi.
Puis voilà. Sur ce, ben, bonne soirée, enfin, salut, au revoir YouTube déjà. Et à la prochaine.